Cela fait longtemps qu'un film n'était pas sorti avec autant de polémiques. Megalopolis. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Megalopolis est l'histoire d'un architecte qui veut créer une sorte de jardin d'Éden en plein milieu de New Rome. Sauf que malheureusement, beaucoup du monde politique sera contre lui et il va devoir essayer de tout de même mener son projet à bout. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service vraiment utile que j'utilise. Par exemple, vous cherchez un film à regarder, vous tapez le nom du film sur internet et où regarder et il y a plein de sites internet qui vous disent dans quel pays le film est disponible. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit au Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, peu importe. Il y a même des pays qui ont la VSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez l'excellent Godzilla Minus One par exemple, en version noir et blanc aussi, et l'incroyable série Scavengers Reign. Sur Prime Video, vous avez déjà Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez plein de films aussi. Le nouveau Planète des singes par exemple, vous avez Kinds of Kindness que vous avez sûrement pas vu en salle, ou encore Vice Versa 2. Sur Apple TV+, vous avez la version longue de Napoléon qui rajoute presque 1 heure au film. Et n'oubliez pas qu'Apple est inclus dans votre abonnement Canal. De même pour Max, qui est dans votre abonnement Canal, et là pareil, c'est la fête. Vous avez Horizon, le nouveau Kevin Costner, vous avez Furiosa, Dune 2 en 4K, tout évidemment, Le Garçon et le Héron, Civil War, bref, c'est trop cool. Et si vous êtes comme moi, un gros consommateur de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, vous pouvez télécharger les vidéos que vous voulez regarder, vous pouvez même les écouter en mode podcast, et pour ceux que ça intéresse, vous soutenez même un peu mieux les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est beaucoup moins cher, comme la Roumanie et la Bulgarie, et c'est fait. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Megalopolis est le très attendu nouveau film de Francis Ford Coppola, que vous connaissez tous. Voilà, le monsieur a 5 Oscars, mine de rien, je crois une ou même plusieurs palmes d'or. Il a fait parmi les plus grands films de tous les temps, que ce soit la trilogie du Parrain, que ce soit La Conversation, Dracula. Bon, il y a peut-être débat sur Dracula, mais moi je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Dracula est peut-être son dernier grand film, entre guillemets. Il bosse assez régulièrement, mine de rien. Bon, là, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait un film, à peu près, je crois 9 ans même. Mais bon, il bosse assez régulièrement depuis les années 70, il s'est jamais arrêté de bosser. Ah, j'ai oublié Apocalypse Now aussi, évidemment. Suis-je bête? Mais le mec s'arrête pas de bosser. Tu vois, il a marqué l'histoire du cinéma dans les années 70. Entre-temps, il a pas arrêté. Il continue non-stop. Et là, il arrive avec son projet de rêve qu'il prévoit depuis 30 ans minimum, dit-il, mais il a jamais réussi à le faire. Le scénario a été réécrit 120 fois, je sais pas quoi. Bref, c'est le bordel. Personne voulait financer son projet pour la simple et bonne raison que le mec n'a pas fait un film rentable en 30 ans minimum. Du coup, il a tout financé lui-même. Genre, il a autofinancé quasiment tout le film, que ce soit la distribution et même le marketing dans certains cas. Ça lui a coûté juste le budget de production 120 millions. Il a dû vendre une partie de son vignoble et des choses comme ça. Bref, parce que oui, Coppola se fait la majorité de son argent de son vignoble, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si j'ai tort. Mais il a un vignoble qui marche très très bien, qui lui coûte assez cher. Du coup, il a vendu une partie de ça pour financer son film. Ou je sais pas s'il a vendu, mais il a mis en tant que collatéral si jamais son film ne rapportait pas d'argent. Et son film va pas rapporter d'argent. 120 millions de budget. Si on parle de l'argent qu'il faut pour distribuer le film, du marketing, de la part que prennent les cinémas, qu'aucune plateforme de streaming ne voudra sûrement ce film, ça j'en sais rien en vrai, on verra bien. Il faudrait qu'il fasse au moins, je sais pas, 350 millions au box-office. Alors qu'aux États-Unis, apparemment, jamais un film n'a fait aussi peu de préventes. Aux États-Unis, ça marche beaucoup sur les préventes. Nous, en France, on réserve pas trop nos places. Enfin, on le fait un petit peu de temps en temps sur des gros films, des gros événements. Mais en général, nous, on réserve pas. Alors qu'aux États-Unis, il y a la culture de réserver beaucoup en avance. Apparemment, c'est catastrophique. Le film sera un flop monumental d'un point de vue financier. Mais tout le monde le sait. Il sait qu'il fait ce film en échouant financièrement. Il sait que ça n'a pas marché. Il sait que ça sera un échec, mais il s'en fout. En plus de ça, il y a le décès de sa femme qui a eu lieu juste avant la sortie du film. Du coup, le film est dédié à sa femme. Il y a eu des histoires d'agression sexuelle. Il y a plein de vidéos où Coppola touchait des actrices, enfin des figurantes plutôt, lors du tournage, les embrassait et disait lui-même à haute voix qu'il allait les embrasser pour les mettre dans l'ambiance. Waouh! Apparemment, sur le tournage, il fumait de la weed non-stop et il y avait des jours où il invitait tout le monde sur le tournage et ne tournait pas. Mais ça, d'un certain point de vue, vu que c'est son argent, c'est son temps, il a booké les acteurs et les studios pendant X temps, il fait ce qu'il veut. Enfin voilà, s'il a envie de passer une journée entière à fumer de la weed dans son
son trailer, enfin dans sa caravane quoi, il fait ce qu'il veut. Enfin là c'est son argent, c'est le temps des gens. De toute façon les acteurs sont payés, c'est pas comme s'il faisait perdre du temps aux gens quoi. Oui c'est chiant et pas professionnel, mais bon d'un certain point de vue c'est sa thune et il fait ce qu'il veut. C'est pas sérieux du tout, mais bon c'est la chose la moins critiquable par rapport au film. Et il a même volontairement dit qu'il a pris des acteurs problématiques comme Jon Voight qui est l'un des plus gros supporters de Trump aux États-Unis, en tout cas en termes d'acteurs, ce qui est très problématique, et en plus de ça Shia LaBeouf qui vous le savez est dans plein d'histoires d'agression aussi. Moi ce qui m'avait vraiment hypé c'est que après la diffusion à Cannes, parce que oui le film était en compétition à Cannes, il n'a rien gagné évidemment, les notes Letterboxd étaient les notes les plus variées que j'ai vues de ma vie. Et même aujourd'hui, la moyenne c'est 2,9, ce qui est pas bon, mais regardez la courbe. Regardez à quel point les notes sont complètement différentes. Ça va de 0,5 à 5, quasiment de manière égale. En général, pour un film, ça tend ou au milieu quand le film est moyen, ou vers le maximum ou le minimum quand le film est bon ou mauvais. Logique, banal. Mais là, ça veut juste dire que le film divise à mort, et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être incroyable. Ça va être incroyable parce qu'un film qui divise comme ça, on sait qu'on sera face à une expérience visuelle, auditive, ce que vous voulez, une expérience de cinéma unique. Et c'est un petit peu le cas. Et si un jour ils font un documentaire sur ce film, c'est un peu triste parce que normalement c'est sa femme, Eleanor, qui aurait dû faire ça. C'est elle qui avait fait pour les précédents films. Mais je pense que ça peut être très intéressant aussi. Car oui, Megalopolis est considéré comme une fable. C'est comme ça que le film se vend dès le début. Et grosso modo, New York est devenu New Rome. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que même s'ils prennent beaucoup de noms comme César, Cassius, Cicéron de l'Empire romain, même s'ils citent plein d'empereurs comme Marc Aurèle et ils parlent de plein d'histoires de la Rome antique, c'est pas une adaptation de la Rome antique. Et surtout, New York n'a pas vraiment changé. L'esthétique de la ville reste la même parce qu'en fait, c'est ça le symbole et c'est ça le but de l'histoire. Évidemment, vous pouvez dresser des parallèles entre les personnages qui ont des noms de figures connues et ce qui se passe dans l'histoire, mais ce qui est intéressant et le but de l'histoire, c'est que New Rome, qui encore une fois est quasiment New York en fait, visuellement, à quelques exceptions près, mais c'est quasiment rien. Il y aura par exemple un Colisée, mais ça pourrait être une salle de spectacle, la manière dont c'est organisé. Ce qui serait intéressant, c'est les thématiques du film. Vu que ça s'appelle une fable, l'objectif c'est de transmettre un message, et le message qui est transmis, enfin il y en a plusieurs, j'ai envie de vous dire, mais l'un des messages qui est transmis, c'est l'histoire d'un architecte, donc César, interprété par Adam Driver, qui veut créer un édifice intemporel, définitif et éternel pour que le monde se rappelle de lui. La raison pour laquelle ils utilisent Rome, c'est évidemment parce que Rome est considéré comme le plus grand empire par beaucoup de personnes. Je dis pas que c'est forcément vrai, mais par beaucoup de personnes, c'est ça lorsqu'ils pensent à un grand empire. C'est Rome, et surtout, ça permet de dresser un parallèle par rapport à la chute de Rome, parce que Rome est connu pour être un grand empire, mais symboliquement, dans l'art, Rome est connu pour sa chute. Et c'est là que Coppola utilise le passé pour parler du présent et de l'avenir. Il compare l'Amérique à Rome, ou en tout cas le monde occidental, même s'il est centré sur l'Amérique. Étonnamment, nous sommes dans un contexte de guerre froide, c'est-à-dire qu'on est certes de une à l'époque, en théorie, même s'il n'y a pas vraiment de marqueur temporel, parce que c'est à la fois très science-fiction et très années 80 et très expressionnisme d'un point de vue visuel, on en parle après, mais surtout technologiquement, on est dans le futur. Mais c'est un contexte de guerre froide, l'URSS existe encore, pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il y ait des empires dans le monde. C'est ça un peu l'idée, mais surtout que ça sert au scénario. Même si la menace de l'URSS est un peu mise de côté, c'est l'histoire de la chute de l'Amérique, et de manière générale, du coup, de la chute des empires. Comment cette chute se fait? Sans spoiler évidemment, mais c'est les choses un peu classiques. L'avidité, la mégalomanie et l'ego des élites, des plus riches, qui vont tout faire pour eux en oubliant le peuple et en faisant automatiquement chuter l'empire. Et le film va parler de ça, va parler de la politique qui manipule le peuple pour ses propres intérêts, qui vont dresser les différentes populations contre elles-mêmes, au sein même du même pays, en utilisant des fabrications, de la manipulation et des mensonges. Il y a un délire très anti-Trump de une dans l'œuvre, mais surtout ça parle de manière générale, pas forcément que de Trump, même s'il y a beaucoup de références à lui, mais au nazisme. Il y a littéralement des nazis dans l'œuvre, croix gammée, tout ça, il y a même Hitler qui apparaît avec des images d'archives, et il y a aussi des images d'archives du 11 septembre, parce que d'un certain point de vue pour Coppola, le 11 septembre, c'est la chute de l'Empire américain aussi. Ce qui est assez intéressant, et c'est pas un délire qui vient de nulle part. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment la chute de l'Amérique. Il y a une Amérique avant, après 11 septembre, comme il y avait une Europe avant, après Hitler. Et il joue beaucoup sur ça. Et lui, ce qui l'intéresse, en plus de sa chute, c'est la manière dont l'art perd contre ça. Il y aura tellement de problèmes dans cet empire qui s'écroule que la question se pose réellement. Pourquoi tu veux créer un jardin d'Éden qui est pas pratique vu la population, qui est pas pratique vu le contexte socio-économique de New York, enfin de New Rome dans ce cas-là? Pourquoi créer un édifice artistique alors que le monde crève la dalle? Et c'est ça que le film est en train de dire. C'est est-ce qu'il faut créer lorsque le monde va mal? Et surtout, quelles sont les limites de la création? Et est-ce qu'il faut pousser vers ça? Ça, j'en parlerai en spoiler de ce que le film veut dire par là, parce que j'ai pas envie d'en révéler trop. Mais la conclusion de cet arc-là par rapport à l'art, le besoin, la population, la politique est hyper intéressant. Et je trouve que c'est fascinant ce qu'il dit par
par rapport à ça. Ça parle, oui, de l'art qui se perd par rapport au profit et comment faire vivre l'art. Donc forcément, c'est pas subtil du tout. Tout est dit à haute voix, tout est montré, il y a zéro subtilité. On est dans un délire de subtilité type The Boys, pour vous dire, donc il n'y en a pas. Mais il y aura, contrairement à The Boys, beaucoup de symbolisme visuel, donc narrativement plus intéressant. Il y aura une scène, par exemple, où la justice va s'écrouler, la loi va s'écrouler via des statues qui s'écroulent littéralement sous le regard d'Adam Driver. Mais c'est vrai que t'as pas vraiment ce ressenti de grande échelle et d'empire qui s'écroule dans beaucoup de séquences, sauf les nombreuses séquences de débauche, de ridicule, surtout par rapport aux riches qui se divertissent alors que le monde est littéralement en train de mourir. Ça va tacler cette Amérique qui parle de capitalisme, d'argent, d'addiction, de divertissement, de contrôle, de pouvoir, de féminisme, de castration. Il y a plein de thématiques pas mal de ce point de vue-là. Certes, certaines de manière un peu superficielle, mais surtout représentées par beaucoup de personnages. Mais même si on met ces histoires d'addiction et autres à part, c'est vrai qu'on y voit surtout une histoire d'un réal, d'un artiste, d'un homme qui veut contrôler le temps, parce qu'Adam Driver a ce pouvoir dans le film, il peut arrêter le temps et du coup le temps est infini et t'as plein de phrases par rapport à ça, c'est-à-dire que lorsque t'es un artiste, le temps est infini, tu peux raconter ce que tu veux, t'as le temps éternel, les artistes peuvent arrêter le temps et je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs. Mais vous attendez pas un film où Adam Driver utilise ce pouvoir, c'est juste symbolique, il l'utilise quasiment jamais, alors qu'il y a des moments il aurait dû l'utiliser pour des choses très précises, mais il l'utilise jamais. Il y a tout un délire par rapport à la création, c'est-à-dire qu'Adam Driver va créer une sorte de matériau qui s'appelle le mégalone, qui est un matériel incroyable, à la fois synthétique et organique, bref, c'est le truc qui va changer le monde. Il y a tout un aspect par rapport à ça, au côté un peu savant fou de la création. Pourquoi créer un édifice éternel? À quel prix? Est-ce que ça vaut le coup, encore une fois? Et c'est lui, en fait, qui parle de ça, c'est lui qui parle d'art, Coppola. Il dit, est-ce que ça vaut le coup de créer des films? Est-ce que ça vaut le coup de créer de l'art? Pourquoi créer? Et c'est lui, en fait, le mégalo dans l'histoire. C'est le personnage principal, c'est lui qui, voilà, fait tout dans son pouvoir pour créer de l'art, quoi qu'il arrive. Il veut que le monde se rappelle de lui, de la même manière que le personnage d'Adam Driver veut que le monde se rappelle de lui. Il veut être le César de ce nouveau Rome. Il veut créer de la beauté même lorsque les gens souffrent, et il veut créer une utopie qui n'est d'ailleurs jamais définie dans le film. D'ailleurs, il y a une séquence dans plein de cinémas, je sais pas si c'est le cas en Europe, mais aux États-Unis, quand il parle de cette utopie-là, il y a un mec, genre littéralement dans la vraie vie, qui va sur le plateau et répond à Adam Driver. Mais dans les versions classiques de cinéma, comme je l'ai vu moi, c'est juste une voix off qui répond. Dans l'expérience immersive, il y a littéralement un mec qui vient. Et il y a un aspect par rapport au fait que les artistes voient différemment le monde, ce qui est assez intéressant, pas beaucoup exploité, mais il parle vraiment des artistes comme presque une force éternelle qui peuvent arrêter le temps, qui voient le monde différemment et qui veulent créer. Mais est-ce que ça vaut le coup de créer? Ça, on en parle en spoiler. C'est ça qui est fascinant, c'est que même si ça parle de civilisation, ils vont beaucoup citer la civilisation comme un mot des humains, comme l'ennemi de l'homme, et ils vont citer plein de gens, parfois même avec des erreurs, ce qui est intéressant, parce que du coup, ça parle de l'ego des gens qui vont citer quelqu'un, mais ils ont tort. Il y aura un débat sur la démocratie, le Sénat, en citant encore une fois ou des poèmes, ou des articles, ou des livres, peu importe, de grands philosophes. Il y a un côté très réac et conservateur, un peu années 70 américain, par rapport aux femmes, par rapport à leur traitement, par rapport à la démocratie, par rapport au capitalisme et tout, mais c'est aussi critiqué. On voit le côté un peu boomer du réal, mais c'est pas non plus oppressant, je trouve, ou agressif. Il y a des problèmes par rapport à certains personnages, ce côté un peu réac, mais c'est pas ce qui m'a sorti le plus du film. Mais bon, vous attendez pas non plus un film de gaucho, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il met en avant des valeurs très traditionnelles, de manière très précise et de manière très conservatrice. Mais parfois c'est critiqué et c'est pas mal. Mais même si c'était pas critiqué, c'est juste un point de vue qui est intéressant et qui ressort bien du film. De toute façon, il parle de l'ancienne Rome. Il y a un côté conservateur de base à ça aussi, le côté tradition et tout qui est intéressant. Il va parler de l'amour, à quel point c'est puissant, c'est important. Il va parler des muses, des personnages torturés, critiqués, qui créent et tout. Bref, il va parler de tout ça et c'est là qu'on ressent que c'est une œuvre vraiment testamentaire. Coppola, il aurait pu faire ce film que à cet âge-là, après avoir vécu 50 ans de cinéma. C'est que maintenant qu'il peut le faire. Ça, fait par un jeune, ça n'aurait pas marché. Mais lui qui s'est inspiré de ce qu'il a vu, connu, fait et de ses 70 ans d'Amérique qu'il a vécu, il a un regard un peu différent et c'est intéressant. C'est une œuvre, t'as l'impression, finale, la grande œuvre de sa vie, et t'as l'impression que c'est son dernier film extrêmement testamentaire et qui va raconter tout ce qu'il peut ici. Par contre, c'est vrai qu'en termes de personnages, ils sont pas forcément très appréciables, attachants, complexes ou intéressants. L'œuvre n'utilise les personnages que en tant que vecteur d'idées, de thématiques. Donc en termes de complexité, mis à part César qui a un peu plus de backstory, qui est un peu plus expliqué, qui joue d'ailleurs le mieux du film, Adam Driver, ça reste très maigre et certains personnages sont assez mal utilisés ou sont juste des clichés d'une facette, comme une fable. Et c'est pour ça que c'est pas très critiquable, c'est que le film cherche pas la complexité. Le film te dit tout à haute voix, c'est surexplicatif. Il te prend un peu pour un débile, j'avoue aussi, il y a zéro subtilité, mais le film le sait, vu que c'est une fable, c'est censé être moralement très explicite. Mais ça peut déranger beaucoup de personnes, parce qu'il y a tellement de thématiques, tellement d'idées qui sont pas toutes très développées et de manière très superficielle, et tu peux même pas t'accrocher aux personnages, parce qu'en vrai leurs histoires, tu t'en fous un petit peu. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'histoire du nouveau Rome. Le reste, honnêtement, on s'en fiche un peu, et le film aussi. Mais oui, en fait, c'est un film qui est à la fois à grande échelle, il y a des séquences qui sont grandioses, magnifiques, superbes, j'en parle dans quelques secondes, et à la fois, parfois, quand le film doit être grand, je sais pas, par exemple, quand il y a plein de gens, de populations qui s'énervent,
t'énerve et tout, il y a genre 10 figurants et c'est très petit et tu sens presque le studio et ça rend pas très bien, j'ai envie de vous dire. Mais ça reste un film expérimental, psychédélique, extrêmement inégal. Je déconne pas quand je dis psychédélique, il y a plusieurs séquences dans le film qui sont très psychédéliques. Oui, ça fait très renfermé en studio, ça fait très numérique, effets spéciaux, c'est pas très beau à regarder même en termes de photos et ça alterne comme je vous l'ai dit, il y aura des plans magnifiques, d'autres qui seront hideux pour le coup. C'est entre sérieux, grande épopée historique, fresque d'une Amérique qui est en train de chuter et en même temps un nanar quoi, il y a des séquences qui sont assez ridicules. Mais ça joue sur le côté débauche, mais bon, visuellement c'est vrai que ça casse un petit peu l'image un peu grande et philosophique de certains passages par des trucs complètement, j'ai pas envie de dire ridicules, mais oui, qui sont très kitsch et à la fois un petit peu risibles, qui gâchent un peu la tonalité du film. Parce que oui, les effets spéciaux sont pas dingues, les fonds verts, les studios, les costumes, tout ça, tout est assez basique. Par contre, c'est Coppola, et donc même si vous aimez le film ou pas, il y a quand même une idée par plan, il se passe toujours quelque chose, il enchaîne les montages psychédéliques, il enchaîne les séquences de vision, il enchaîne plein de séquences tout le temps non-stop, donc il y a quand même une idée tout le temps par plan, par séquence, il y a toujours un acteur qui fait un truc, il y a toujours des petits moments, Adam Driver hein, dans un plan qui va montrer des petits objets pendant que quelqu'un d'autre parle, et des petits trucs comme ça qui brisent presque le quatrième mur, t'as l'impression. Il y a des trucs cool, tu vois, par exemple, il y aura tout un délire sur un arbre de civilisation qui s'effrite, de l'autre côté tu auras l'évolution de l'homme sur une sorte d'immeuble durant un speech, il y a tout un symbolisme par rapport à ça. Il y a une séquence avec des météorites, entre guillemets, j'ai pas envie de vous dire ce que c'est, qui tombent et qui est magnifique aussi. Le symbole sur la liberté, la statue, tout ça, il y a aucun doute, c'est plutôt bien fait. Les acteurs sont bien dirigés pour le coup, surtout Adam Driver, mais par contre, tout le monde surjoue à donf quoi. Si vous aimez pas le surjeu, là vous allez détester. Tout le monde dit des dialogues qui sont risibles, ridicules, grotesques, parce que le film est un petit peu grotesque aussi, de manière surjouée à mort, ils en font des caisses à chaque fois et c'est le but du film. Et si vous aimez pas ça, vous allez détester. Mais je pense que c'est vraiment la direction d'acteurs qui fait ça. C'est pas les acteurs qui jouent mal ou quoi, c'est juste on leur a dit d'en faire des caisses et ils en font des caisses tout le temps. Ça fait pas du tout naturel comme dialogue, ça fait même très poétique à certains moments parce qu'ils vont citer des poèmes aussi. C'est assez bizarre à regarder et à suivre parce que il y en a qui vont en faire des caisses de manière très sincère et très naturelle et parfois ça va être horrible à regarder et écouter quoi. Mais chaque séquence est différente visuellement, tu vois, il essaye de rendre chaque scène complètement différente, il n'y a pas une scène qui se répète, il y a une nouvelle idée par plan. C'est assez génial de ce point de vue-là quoi. C'est même très surréaliste, par exemple tu vas avoir une scène tout à fait banale et c'est des gens qui vont sortir d'un globe, sans même parler des nombreux passages qui seront découpés en 3 parties pour montrer ou le passage du temps ou montrer des aspects de la civilisation, j'ai pas trop envie d'en révéler. C'est juste que la tonalité et le rythme sont assez imparfaits quoi. Tu passes de moments assez beaux, touchants au truc le plus risible que t'as vu de ta vie quoi. Et c'est le but hein, c'est le but de montrer la décadence, la débauche et tout, je comprends. Mais en termes de film, c'est vrai que c'est assez compliqué à suivre. Pas en termes de compréhension, mais en termes de rythme quoi. Le début du film est génial, la fin est pas mal et le milieu, franchement à certains moments, tu te demandes vraiment ce que tu regardes et ce que tu fous là quoi. Il y a tellement d'intrigues et le film se focus jamais sur une seule intrigue, il va raconter trop de choses, mais pas toutes des choses réussissent, sont intéressantes et le film se perd un petit peu. De toute façon, quand il parle vraiment de personnage, le film se perd un petit peu. C'est lorsqu'il se concentre vraiment sur sa fable que le film est un peu plus intéressant. Mais ça qui est bizarre, c'est qu'il y a une vibe très expressionnisme du cinéma de l'époque et une vibe très années 80, kitsch aussi, et c'est assez étrange à regarder ouais. C'est à la fois très beau et très moche, sans même parler des nombreux cas de népotisme qu'il y a dans le film, vu la famille Coppola, mais il y a plein de personnes de sa famille qui jouent dedans, ça c'est pas très grave, hein. Plein de symbolisme à droite à gauche de manière très peu subtile, bref, il en fait des tonnes, c'est ça la vérité aussi. Hein. Et ça va pas plaire à tout le monde. Et pour conclure, bah oui, c'est un projet étrange, bizarre, mégalo aussi, disons les choses, mais c'est un peu le but du film. J'ai pas ressenti grand chose émotionnellement, personnellement, je vais pas me rappeler de beaucoup de séquences du film, j'ai pas trouvé l'histoire, la mise en scène marquante, même s'il y a de belles choses. Il y a des moments impressionnants, hein, c'est indéniable, mais je trouve que ça reste très simple, mine de rien. Il en fait des caisses, il fait beaucoup de choses différentes dedans, c'est très expérimental, donc si vous aimez pas, et c'est pour ça que ça divise, c'est compréhensible. Si vous adorez, c'est compréhensible aussi. Moi je me trouve un petit peu au milieu, tu vois. Je me dis ok, c'était cool, une belle expérience, 2h20, ça passe pas toujours très vite, mais je vais surtout me rappeler de ce film comme une œuvre testamentaire. Je me dis ok, si ça c'est le dernier film de Francis Ford Coppola, ouais, je comprends. C'est son dernier grand film, je comprends ce qu'il a voulu faire, je comprends ce qu'il a voulu raconter, c'est intéressant et c'est cool de voir un artiste s'autofinancer et raconter l'histoire qu'il veut de manière un peu mégalo, mais encore une fois c'est le but. C'est fascinant comme projet de manière générale, mais je comprends les gens qui vont dire que c'est un nanar ultime, des gens qui vont dire que c'est un chef-d'œuvre ultime, je comprends les arguments des deux côtés. Ça qui est un peu peut-être inquiétant, c'est que je vais plus me rappeler du film en tant que projet personnel de cet homme qui a changé le cinéma qu'en tant que film lui-même. Mais si vous êtes fan de Coppola et de ce genre d'œuvre-là, en réalité c'est pas mal du tout. Et la recommandation est très dure à faire parce que en réalité vous allez autant détester qu'adorer pour certains d'entre vous, et c'est tellement subjectif comme avis sur ce que je viens de voir que je pense que ma vidéo ne servira qu'aux gens qui l'ont déjà vu, parce que franchement votre avis peut être tellement différent du mien ici, et c'est rare d'avoir des projets qui sont si différents d'un point de vue personnel pour beaucoup de personnes, et ça c'est intéressant. Donc si vous voulez voir juste une œuvre expérimentale, différente, un peu folle, ça vaut le détour. Mais croyez-moi que vous risquez de détester aussi. Mais si vous risquez de détester, vous risquez aussi d'adorer. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, on va passer en spoiler.
Il n'y a pas beaucoup de choses à décortiquer par rapport au film parce que le film te dit tout à haute voix. Il n'est pas du tout subtil, il en fait des tonnes. C'est pas grave, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est un débat que je trouve assez vide au final. De toute façon, je vais tout expliquer, je pense, dans la partie sans spoiler. J'aime bien le côté où César est un personnage un peu loufoque, théâtral, qui en fait des caisses, qui se sent plus puissant que les autres parce qu'il contrôle littéralement le temps et il se sent presque invincible. Il a un ego surdimensionné par rapport à ça. C'est littéralement un savant fou. C'est pour ça que lorsqu'il se fait tuer, entre guillemets, ensuite ressusciter avec sa propre création sur lui, t'as l'impression qu'il ouvre ses chakras, il s'ouvre lui-même avec ce plan où il y a les 5 versions de lui-même. T'as l'impression qu'il voit le monde. À ce moment-là, il est devenu Dieu. Et c'est pas qu'il est devenu Dieu, mais il est devenu le leader inquiétant que le monde ne voulait pas voir. Il a ouvert son troisième œil, entre guillemets, mais il a tout ce qu'il a voulu. Il a eu le droit à son enfant, parce qu'après la mort de sa première femme, qui était enceinte de jumeaux, il était déprimé, dévasté, il avait plus l'amour pour nourrir sa création et l'art, et il dit que l'amour est nécessaire pour la création. C'est pour ça qu'il est complètement dégénéré, hein. Il est dans la débauche ultime, il fait que boire, se droguer. Séquence très particulière, tout de même. Il va tourner la page et avoir une partie de son passé, de sa femme en lui, parce que c'est comme ça aussi que son matériel a été fait, avec de l'ADN de sa femme, des cheveux, donc il a une partie de sa femme en lui, et là il est reconstruit, il a l'enfant qu'il veut, il a la politique publique de son côté, même si le maire, interprété par Giancarlo Esposito, ne veut pas de ça au final, il a plus le choix. Il voit le monde s'écrouler autour de lui, mais lui ce qui l'intéresse, c'est son projet. C'est l'Éden, qu'il considère inutile, hein. Clairement il le dit, que c'est pas bon pour la civilisation, qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à faire, qu'il a détruit plein de bâtiments où des gens vivaient pour ce projet, mais il le fait quand même par ego, par mégalomanie, il veut que le monde se rappelle de lui, et à la fin il fait un speech, un peu comme Hitler, quoi. Il est là, habillé tout en noir, il fait un grand speech, et voilà, c'est la création à mon image, très égocentré, très mégalo et très démagogue aussi. Il a créé une belle invention en plein milieu de New York alors que des gens n'avaient pas besoin de ça. L'amour lui a donné une force qu'il a transformé, je dis pas forcément en nazi, mais en leader mégalo, tu vois, à la fin, c'est un peu le roi du monde, entre guillemets, dans sa tête. Et c'est pour ça que le film se finit sur un bébé. Le film se finit sur l'avenir, parce que dans sa tête, il a créé un monde pour l'avenir, les futures générations, en faisant du mal en général aux pauvres, aux SDF, parce que c'est ça qu'on voit aussi dans le film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cet homme mégalo, qui par l'art, la création, par ce projet, est devenu une sorte de dictateur, un petit peu, quoi. Et il y a plein de choses que j'aime par rapport au personnage qui sont pas mal, c'est pas incroyable non plus, mais j'aime bien la relation qu'il y a avec Laurence Fishburne, son personnage qui est le narrateur et la sécurité, le garde du corps, qui t'as l'impression, lui, est omniscient, vu qu'il raconte toute l'histoire, il est là partout, tout le temps. Il y a ce côté un peu fable, où, tu sais, parfois dans des fables, t'as une sorte de dieu qui est là dans l'histoire, qui regarde les méfaits de l'humanité. Parce que c'est pas une œuvre positive, pour le coup, je trouve en tout cas, chacun son interprétation, hein. Mais quand tu vois le personnage de Nathalie Emmanuel, qui au début tu pensais allait être une vraie personne, qui allait apprendre de cet art, qui au final ne sert qu'à être une muse et se faire enfanter, bon, en termes de féminisme, on n'y est pas, quoi. Mais c'est juste dommage que la création de Nathalie Emmanuel ne soit qu'un enfant, et pas la création elle-même, comme lui, un architecte. Elle aurait dû créer d'autres choses, d'après moi, pour rendre le film plus intéressant. En fait, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est juste lui qui crée ce qu'il veut. L'Éden, un enfant, et elle est juste un vecteur pour lui et ses envies, quoi. Donc oui, les femmes sont mises de côté, mais c'est le but de l'œuvre, c'est la manière dont les femmes sont écrasées par l'élite, et les riches, et les hommes, surtout. Même une femme castratrice, comme le personnage d'Aubrey Plaza, qui est assez insupportable, pour le coup, mais c'est un peu le but, qui résout tout par le sexe, qui castre littéralement des hommes, en essayant de s'accaparer de leur richesse, et elle se fait punir à la fin à cause de ça. Le traitement des femmes dans le film est quand même assez réac et boomer. C'est un choix, je juge pas de manière négative ou positive, mais c'est un choix. Les femmes sont bonnes qu'à utiliser leur sexe, au fait, tout simplement, c'est ça un peu la morale, ou à castrer des hommes, et au final, elles se font punir par le fait de castrer. Après, il y a des personnages intéressants, comme Giancarlo Esposito, qui est une sorte de politicien old school, qui pensait qu'au capitalisme de l'époque, il veut faire un gigantesque casino. C'est le casino qui va pas du tout aider la population, mais ça a l'air quand même plus utile que l'Éden. Mais il y a un côté où le casino, c'est pas artistique, et l'Éden est artistique, et les politiciens pensent vraiment au fonctionnement, l'économie, l'argent, plus qu'à la création. Mais les deux, dans les deux cas, c'est de la merde, au fait, parce qu'ils devraient construire des choses utiles pour la population. Et on voit un peu le côté corrompu. On voit que, au fait, c'est des familles entières qui dirigent ce monde et qu'elles sont toutes liées ou de manière incestueuse à certains moments ou tout simplement liées par la richesse, le réseau et tout. Tu vois que c'est juste quelques gens qui dominent le monde entier, quoi. Enfin, en tout cas, New York, mais ils disent que New York et l'Amérique, c'est le monde. Mais lui, il est intéressant parce qu'il change d'avis, entre guillemets, et il accepte cet Éden comme s'ils allaient au paradis à la fin. Parce que tu vois, il vieillit, il a du mal à marcher, il est un peu plus âgé. À la fin, sur ce tapis roulant, il va à l'Éden, il va au paradis, t'as l'impression aussi. Sans même parler de John Voight, qui a la richesse, qui contrôle tout, qui est puissant, qui a tout ce qu'il veut, et qui fait tout par ego aussi, en donnant ses richesses à la fin, en se faisant plaisir avec une femme jeune, bref. C'est le personnage de Shia LaBeouf que je trouve intéressant, mais il y a le côté incestueux, famille riche, népotisme, réseau, tout ça qui est mis en avant, mais c'est le côté un peu trumpiste, extrême droite, qui est pas mal, parce que même si au départ, ça a l'impression que c'est une sorte d'androgyne incestueux bizarre, au fait, il utilise des mensonges, il essaie de rallier la population contre César, et c'est intéressant parce que, en réalité, s'il avait pas les méthodes de mensonge, de manipulation, de démagogie avec cette fausse vidéo où apparemment il y a une mineure dedans, passage très bizarre d'ailleurs du film, tout le délire avec la chanteuse et tout, bref, en réalité, il se bat pour des choses qui sont logiques. Pourquoi est-ce que des gens devraient se faire écraser pour un projet artistique? Tu peux le comprendre. Mais vu qu'il utilise des méthodes qui sont horribles de manipulation de mensonges très trumpistes, vu qu'il traîne avec des nazis, littéralement, il y a un mec qui s'assoit sur une croix gammée à un moment, il y a un arbre qui est en mode croix gammée, il a un tatouage de nazi sur le front, avant de mourir, il fait un salut nazi. Tu
tu vois que ses intentions sont pas bonnes et juste qu'il utilise la population pour ses intérêts personnels plutôt que vraiment les aider. C'est le cinéma post-Trump. Même Reagan n'avait pas eu cet impact sur le cinéma, soyons honnêtes, mais là, depuis Trump, il y a plein de personnages trumpistes comme lui ici. Film qui va diviser, qui va faire beaucoup de déçus, beaucoup de surpris, beaucoup de personnes qui vont juste pas comprendre ce qu'elles ont regardé et qui vont se dire que c'est une perte de temps. Je peux comprendre aussi. Moi, je vous ai fait ma critique, j'attends la vôtre dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tout le contenu des plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.